BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet. Affaire suivante numéro 264. Soyez les bienvenus au sommaire de ce samedi. La France peut-elle basculer aux mains des narcotrafiquants? On a découvert il y a quelques jours que des adolescents de 14 ans pouvaient jouer les tueurs à gages. Et bien dans un livre publié cette semaine, on va dans le détail sur ce qu'on appelle les shooters. Ces adolescents de 13, 14 ans, adolescents et adolescentes qui pour quelques milliers d'euros sont prêts à tuer sans remords. Qui sont-ils exactement? Portrait détaillé dans un instant. Affaire suivante, c'est tout de suite. On a découvert ces derniers jours qu'un adolescent de 14 ans avait été recruté par un détenu pour jouer les tueurs à gages. Tout cela sur fond de trafic de drogue. Tueur à gages à 14 ans, voilà qui était déjà surréaliste. Mais mercredi, nouvel épisode tout aussi incroyable. La DZ Mafia, l'un des principaux clans du trafic de drogue marseillais, publiait tranquillement une vidéo pour assurer qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire. Des narcotrafiquants qui communiquent ouvertement, des enfants recrutés pour jouer les assassins. Les trafiquants de drogue ont-ils pris le pouvoir en France? Nous recevons dans un instant l'un des auteurs de Tueurs à gages qui vient de paraître chez Flammarion et qui nous détaille le parcours de ces enfants. Mais d'abord, retour sur l'affaire de la semaine avec Elisa Tran. Marseille, la fabrique des tueurs à gages. C'est un peu cela que l'on découvre en lisant le dernier ouvrage de Vincent Gautrenaud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice au Parisien et vous êtes co-auteur de Tueurs à gages. On voit ce livre aux éditions Flammarion qui tombe au moment parfait pour nous éclairer sur ce phénomène que le grand public découvre, qu'Abel Boilly ne découvre pas, mais que nous, on découvre. Bonjour. Soyez le bienvenu également. Vous êtes éducateur, président de l'association Tous Unis, Tous Unis, et vous connaissez parfaitement aussi ce phénomène. Votre livre, dès sa couverture, vous nous parlez des shooters. Que sont les shooters? Les shooters, si on a choisi ce sous-titre, c'est parce que c'est un nom qu'on a découvert dans beaucoup de procédures, parce qu'ils s'appellent comme ça entre eux. Ils s'appellent shooter ou charcleurs. Voilà, effectivement, les charcleurs aussi, on a. Ce sont des très jeunes tueurs, souvent assez peu connus de la justice, en tout cas jamais pour des faits si graves. Tous ont moins de 25 ans. Ils sont connus pour la plupart pour des petits délits, des trafics de stupes, mais jamais pour des faits criminels de très grande ampleur. Et à un moment, ils basculent au point de prendre une Kalachnikov et sur consigne de commanditaire, aller tuer quelqu'un. Vous en faites un portrait très détaillé, vous racontez le parcours de l'un et de l'autre, enfin, on va reprendre tout ça. Vous en avez déjà croisé, sans le savoir, des shooters? Alors, le sujet étant tellement sensible, je me dois d'être très vague dans ce que je vais dire. Donc, effectivement, j'ai pu discuter avec des personnes qui aspiraient grandement à rentrer dans ce phénomène. Et pour corroborer ce qui vient d'être dit, c'est intéressant au niveau des profils. Vous avez fait affaire à des jeunes qui ne sont pas des foudres de charisme, plutôt chétifs physiquement, en jogging, avec une grande sensation de mal-être et le besoin d'appartenance à un groupe pour se sentir exister. Sachant qu'il faut préciser que ce sont des milieux très machistes, très viriliste, ouvertement homophobe, où la puissance de l'homme, par l'effet de bande et par l'arme à feu, est très importante psychologiquement. Et moi, j'ai pu me retrouver une fois à discuter avec une personne âgée de 21 ans, qui était presque experte en balistique, qui m'expliquait que pour certaines exécutions, il y avait des armes qui étaient très prisées, le AK-47 Kalachnikov, le 9 mm, Glock, Beretta. Et il m'expliquait même certaines balles, comment elles étaient utilisées pour faire du mal. Il y a des balles qui sont faites pour perforer, sachant que toutes les balles perforent, bien entendu. Il m'expliquait qu'il y a des balles qui ricochent sur l'os et qui provoquent des dégâts dans le corps. Et il y a des balles qui, au point d'impact, éclatent et provoquent des dégâts même autour. Donc, avoir cette sorte de leçon de balistique d'un môme de 21 ans, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Sans oublier le 357 Magnum, puisque c'est l'arme qu'a utilisé ce gamin de 14 ans pour tuer le chauffeur de taxi. Vous parlez dans votre livre, Vincent, de la mexicanisation de la société. Vous reprenez les propos de Nicolas Besson, qui a été proc de Marseille en 2023. Il y a des failles qui sont dénoncées par la justice, et pour l'instant, rien ne s'est passé. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, leur avait même dit: Camembert, votre travail, c'est de faire le juge et pas de faire des commentaires du genre de celui-ci. Il y a eu une commission sénatoriale sur le narcotrafic, pardon. Son bilan est assez catastrophique. Enfin, son constat est assez catastrophique. C'est de dire que, oui, si rien n'est fait, la France pourrait devenir un narco-État. Ça paraît tout de suite un peu hallucinant de dire ça, mais on a vu dans le sujet que vous avez présenté dans le lancement la fameuse vidéo qui a été publiée cette semaine par la DZ Mafia. Elle dit quand même quelque chose. Elle dit la puissance d'un clan criminel qui n'hésite pas à faire une vidéo pour dire oui, on existe, oui, on est là,
Et d'ailleurs, attention, parce que vous nous attribuez des choses qu'on n'a pas fait. Voilà, elle se met au niveau d'un acteur, peut-être pas étatique, mais d'un réel acteur de la vie sociale marseillaise notamment. Elle dit si on veut les faire, on peut les faire. On a les voitures, on a les moyens et on a le savoir-faire. Ouais. C'est clair. Mais il faut se rendre compte à quel point, en fait, c'est historique ce que l'on a vu. C'est aberrant, mais c'est historique. Une conférence de presse, et ils expliquent pour rétablir la vérité. Une organisation criminelle qui veut rétablir la vérité, c'est presque ironique. Mais ce qui est important, toujours sur l'aspect psychologique, et c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Pendant très longtemps, lorsqu'on voyait ces jeunes sombrer dans la délinquance, c'était un petit peu pris comme des embrouilles de jeunes de quartier en jogging, et on ne réalisait pas à quel point des organisations criminelles pouvaient naître de cela. Lorsque l'on prend le territoire de Marseille, il faut toujours rappeler que dans les années 2000, il y a quand même eu une mutation dans les organisations criminelles. C'est-à-dire que une partie des jeunes de quartier, ceux qui ont fait le choix de la délinquance, ont décidé de prendre le contrôle de la part de trafic de drogue qui transitait sur leur territoire. Il y a eu le cas notamment de Farid Berama, qui a été une des têtes de gondole de ce mouvement, qui a été assassiné dans un bar en 2006. Donc voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ces organisations criminelles. Et lorsque l'on parle de ces jeunes, de plus en plus jeunes, tueurs à gages, si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque d'y avoir des conflits intergénérationnels. Les jeunes vont commencer à dire on ne veut plus être les petites mains justement des grands. Ils vont commencer à se tirer dessus. Et l'autre chose que l'on ne voit pas arriver, parce qu'on est toujours dans le triptyque trafic de drogue, trafic d'armes, prostitution des mineurs, attention à la délinquance des jeunes femmes aussi, qui bientôt vont se mettre à tirer elles aussi. C'est le portrait très détaillé que vous faites dans votre livre. D'abord, on découvre que ce sont, et vous le dites à l'instant, des adolescents et des adolescentes. Il y a ceux qui s'y connaissent bien en balistique, et puis c'est beaucoup d'amateurs, ce qui explique les victimes collatérales. Alors oui, ça explique effectivement les victimes collatérales, c'est qu'on a des gens qui expliquent ensuite, quand ils sont arrêtés, que c'est la première fois qu'ils tiraient avec une arme à feu, et qui sont partis pour faire un règlement de compte. Comme ça, on leur a dit, tiens, tu y vas, tu prends une arme, et ils y sont allés pour 15 000, 30 000 euros. Et comme c'est des amateurs, vous le racontez très bien, on décharge, on vide le chargeur. J'ai tiré, je lui ai laissé quelques secondes, j'ai tiré, il s'est écroulé, et après, il va finir de vider son chargeur sur le corps de Matteo. Un peu plus loin, c'est un autre garçon qui s'appelle Ryan, qu'il va tuer en l'exécutant. Juste pour ce qui est presque tragique dans l'histoire de Mamadou et ce que vous disiez sur l'amateurisme de ces jeunes, c'est que quelques instants après ce meurtre, Matteo, en tout cas c'est ce qu'il reconnaît aux policiers, il voit un homme arriver avec un tapis de prière sous le bras, un homme d'une 60aine d'années, et il croit que c'est une Kalachnikov, donc il lui tire dessus. Ça prouve aussi l'inconséquence de ces jeunes qui ne maîtrisent pas vraiment ce qu'ils font. Et en fait, c'est quand ils se retrouvent la Kalachnikov au-dessus, cette personne de 60 ans, qu'il se dit « Ah mince, je me suis trompé, c'est un tapis de prière, c'est pas une Kalachnikov », et qu'il lui laisse la vie sauve. Je ne sais même pas comment vous posez cette question, mais quand je vous entends, quand vous lisez, je pense que ceux qui nous écoutent ont le sentiment qu'on est en train de raconter un film ou une série ou quelque chose qui n'est pas la réalité. On a du mal à concevoir qu'à 14, qu'à 15, qu'à 18, on commette ça. La réalité dépasse la fiction. Et il y a deux canaux. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les deux canaux sur lesquels on travaille en tant qu'acteur de terrain. Les réseaux sociaux et certaines boucles. Donc voilà, on a parlé longuement et à plusieurs fois. Snapchat, Telegram, le dark web. Qui servent de recrutement. Exactement, mais aussi une certaine forme de rap. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout un pan culturel, d'accord, de cette musique, mais vous avez certains rappeurs qui, au travers de leur musique, au travers de leurs clips vidéo, font l'apologie de la criminalité, du viol et de la défiance de l'autorité, en pensant que c'est du second degré. Moi, pour discuter avec beaucoup de jeunes et beaucoup d'adolescents, énormément me disent que pour eux, ce n'est pas du second degré et qu'ils rêvent d'avoir cette vie. Sur fond de quoi? De misère sociale, des jeunes qui estiment être victimes de la société, parce que la violence sociale reste la première violence malheureusement, mais ça ne justifie évidemment pas la criminalité et la délinquance, et qui estiment qu'il faut rentrer dans une bande pour pouvoir exister. Et j'aimerais développer psychologiquement la différence entre l'effet de groupe et l'effet de bande. Un groupe, ça se construit, ça se déconstruit. Ça peut être éphémère. Ça dépend des convictions et de l'idéologie qui l'anime. La bande, c'est plus particulier parce que la première caractéristique, c'est de créer ses règles en dehors des règles de la République. Et la deuxième caractéristique, c'est la sédentarisation. C'est-à-dire prendre possession d'un lieu qui va vous appartenir. Ça peut être un banc,
ça peut être une place, ça peut être un quartier tout entier. Et c'est comme ça que se forment ensuite derrière les organisations criminelles. Là, on se dit qu'on a quand même un levier d'action dans ces prisons. Sur l'affaire qui nous occupe, il était placé à l'isolement. Et il passe quand même commande à un tueur à gages. Oui. Oui, c'est assez dingue. Effectivement, on a beaucoup d'exemples dans le livre de personnes qui sont aujourd'hui considérées comme des cadres d'organisations criminelles marseillaises et qui, depuis la prison, continuent de téléguider, de gérer leur organisation et de commanditer les meurtres.